Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je me suis fixé pour objectif de te faire une formation accélérée pour t'aider à maîtriser les bases au niveau de ton éducation financière. Donc je vais essayer de te donner des informations importantes à maîtriser et à avoir en tête sur l'investissement, sur les finances personnelles, parce que les deux de toute façon fonctionnent ensemble. Et c'est vrai que si demain tu veux avoir par exemple une indépendance, une liberté financière, et si tu veux accélérer l'atteinte de tes objectifs et de tes résultats, il va falloir maîtriser quand même tout un tas de concepts que je vais essayer de te synthétiser et de te présenter de la manière la plus simple possible dans cette vidéo. Quand on parle de finances personnelles, il y a quand même tout un tas de points importants à retenir et primordial à avoir en tête. Le premier, et qui manque malheureusement à beaucoup de personnes, c'est de faire régulièrement, si possible tous les mois, le bilan de leur situation personnelle et de parvenir à connaître les recettes et les dépenses à chaque fois. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu n'es pas capable de savoir combien il y a d'argent qui rentre chaque mois dans ton compte et combien tu as d'argent qui sort chaque mois, c'est impossible de faire le bilan sur ta situation personnelle, de te rendre compte finalement de ce qui va et de ce qui ne va pas. Et puis peut-être même, moi j'ai été surpris quand je l'ai fait il y a quelques années en arrière, de me rendre compte qu'il y avait même des charges, des prélèvements qui avaient été effectués pendant des années durant, sur des produits ou des services auxquels j'avais souscrit il y a quelques années en arrière et que j'utilisais plus pendant plus de 5 ans. Donc tu vois, il faut être vigilant par rapport à ça, et c'est vraiment la base au niveau des finances personnelles. Si aujourd'hui tu n'es pas capable de savoir combien il y a d'argent qui rentre, combien il y a d'argent qui sort, tu ne seras pas capable de faire un budget, tu ne seras pas capable de gérer correctement ton argent et de corriger peut-être le tir dans des situations ou dans des moments opportuns par rapport à ça. Ensuite, un autre point important sur les finances personnelles, c'est d'avoir ce qu'on appelle une épargne de sécurité. Ça nous arrive à tous d'avoir des imprévus. Demain, tu prends ta voiture, elle crève, et ben voilà, il va falloir réparer le pneu, ou ta machine à laver tombe en panne, il va falloir peut-être la changer. Tout ça, c'est des points qu'il faut essayer d'anticiper. Et pour ça, pour essayer de les anticiper et pour se protéger, on va mettre en place une épargne de précaution. Souvent, c'est de l'argent qui doit représenter entre 6 mois et 1 an de nos dépenses mensuelles, qui doit être liquide, qui doit être disponible, souvent sur un compte épargne, un compte bancaire classique. Moi, souvent, ce que je préconise, c'est plutôt d'aller sur des banques en ligne parce qu'on a des frais qui sont nettement plus faibles que sur les banques physiques. Mais en tout cas, voilà, c'est de l'argent qui est disponible, qui ne doit pas être investi parce que ça doit répondre à certaines obligations qu'on pourrait avoir sur le court terme ou sur certains imprévus qu'on pourrait avoir. Donc comme je te l'ai dit, c'est entre 6 mois et 1 an. Si tu as 1000 euros de dépenses mensuelles, c'est entre 6 000 et 12 000 euros que tu devras avoir de côté. Un autre point à avoir en tête, c'est d'essayer de ne pas contracter ce qu'on appelle des mauvaises dettes. Donc tu le sais, la différence entre la bonne dette et la mauvaise dette, c'est que la bonne dette, tu vas souvent utiliser l'effet, le levier bancaire, le crédit bancaire pour acheter des actifs, donc quelque chose qui va te rapporter de l'argent tous les mois. Par exemple, ceux qui utilisent l'effet de levier bancaire pour investir dans de l'immobilier locatif. Et puis après, on a la mauvaise dette. Donc souvent là, on a avec des taux d'intérêt qui sont nettement moins intéressants, nettement moins avantageux et qui vont acheter par exemple des produits ou des services qui vont se déprécier, qui vont nous faire perdre de l'argent. Ça peut être par exemple le cas de personnes qui vont emprunter de l'argent à la banque, faire un crédit conso pour faire les soldes, pour acheter une télévision ou pour acheter par exemple une nouvelle voiture. Voilà, il faut être vigilant par rapport à ça. Et attention de ne pas non plus se blâmer parce qu'il y a beaucoup de personnes sur internet qui souvent expliquent que oui, la mauvaise dette c'est pas bien, il faut pas en faire, etc. Mais ça dépend vraiment des situations de chaque personne. Si par exemple on est à la campagne et qu'on n'a pas l'argent de papa-maman pour nous aider et qu'on a absolument besoin d'une voiture pour aller travailler par exemple, bon bah forcément on va faire un emprunt, peut-être un crédit conso pour acheter une voiture. Là où il va falloir être un peu plus intelligent que la moyenne ou du moins faire attention, c'est de ne pas dépenser trop d'argent pour acheter cette voiture même d'occasion, parce que on sait que ça reste de la mauvaise dette, la voiture va se déprécier, ça va nous faire perdre du temps, ça va nous faire perdre de l'argent, ça peut ralentir l'atteinte de nos résultats et nos objectifs personnels. Donc voilà, il faut faire attention à ça, mais pas non plus se blâmer parce que les situations de chaque personne sont différentes. Et je pense qu'aussi c'est important d'apporter plus de bienveillance par rapport à sa situation personnelle. Un autre point qui est important dans les finances personnelles, c'est de vivre en dessous de ses moyens. Et là, par exemple, quelqu'un qui va gagner 1500 euros par mois, qui va arriver à épargner même 300 euros tous les mois et investir 300 euros tous les mois, il va être dans une meilleure situation que quelqu'un qui va gagner même 20 000 euros par mois, mais qui va en dépenser 22 000. Tu vois, c'est toujours une question de proportion, ça dépend du niveau de vie, des choix qu'on a décidé de faire. Et aujourd'hui, dans le monde entier, il y a beaucoup de personnes qui vivent très largement au-dessus de leurs moyens. Et ça peut mettre beaucoup de personnes dans des situations très compliquées. Donc vivre en dessous de ses moyens, ça permet
permet d'avoir une capacité d'épargne qui soit la plus importante possible, une capacité d'investissement aussi qui est augmentée, et puis aussi d'avoir une sérénité d'esprit intéressante, parce que quand on vit au-dessus de ses moyens, souvent on a les dettes qui nous rattrapent, on est toujours en train de rechercher à gagner plus d'argent, ça entraîne énormément de stress, et des fois de se recentrer sur l'essentiel et de faire attention à ses dépenses, ça permet d'avoir une meilleure sérénité d'esprit et d'avoir une liberté quand même personnelle plus intéressante. Un autre point important dans les finances personnelles, c'est d'arriver à épargner, faire en sorte d'investir aussi son argent, parce que tu le sais, l'inflation aujourd'hui bat des records. En général, on est plutôt, ce qui est visé par les banques centrales, entre 2 et 2,5% d'inflation. Aujourd'hui, on est plutôt alors en France, on est à 6,8 la dernière fois que j'avais regardé, et à l'heure où je tourne cette vidéo. En moyenne, en Europe, on est à 10,9% de niveau d'inflation avec tous les pays de l'Union européenne. En moyenne, aux États-Unis, pareil, on est très largement au-dessus des 2,5%. Donc, il y a quelques années en arrière, si on épargnait et qu'on gardait notre argent dans des supports d'épargne comme le livret A avec des taux qui étaient nettement plus intéressants que ceux aujourd'hui, ça pouvait être quelque chose d'assez positif. En tout cas, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont nettement plus bas, et donc malheureusement, les personnes qui épargnent aujourd'hui sont les premières à se faire pénaliser par le modèle économique ou dans le système dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Le monde a changé par rapport à il y a quelques années en arrière. Donc voilà, aujourd'hui, il faut apprendre à épargner, il faut apprendre à vivre en dessous de ses moyens, il faut apprendre à investir dans des classes d'actifs qui vont faire en sorte de battre au minimum l'inflation. Si par exemple, je suis sur un niveau d'inflation de l'ordre de 10%, si sur cette année, j'ai pas une augmentation de revenus qui est supérieure ou égale à 10%, je vais avoir peut-être plus d'euros sur mon compte en banque, mais en termes de pouvoir d'achat, en réalité, je me suis appauvri. C'est pour ça que c'est important de trouver des classes d'actifs, que ce soit la bourse, l'immobilier, développer une activité entrepreneuriale, les crypto-monnaies, faire du private equity, etc. Toutes ces classes d'actifs-là, ou en tout cas tous ces modèles d'investissement qui peuvent nous permettre en tant que particulier de vaincre l'inflation, de vaincre éventuellement la dilution de notre capital avec le temps et de préserver notre pouvoir d'achat. Le plus important selon moi dans les finances personnelles, c'est d'arriver à trouver un équilibre par rapport à notre situation personnelle, parce que dans le terme finance personnelle, il y a finance, mais il y a aussi personnel. Donc à chaque fois, il va falloir adapter les méthodes, les stratégies et les approches par rapport à nos objectifs, par rapport aux contraintes aussi qu'on a, par rapport à notre niveau de risque, par rapport à notre envie de pouvoir gérer passivement ou activement nos différents portefeuilles. Et tout ça, ça va rentrer dans les prises de décision qu'on va être amené à faire, et puis finalement les résultats qu'on va obtenir. Tu le sais si tu me suis depuis un certain temps sur ma chaîne, mais quand je parle d'indépendance, de liberté financière ou même de retraite anticipée, j'évoque souvent une équation très simple qui est finalement les rentrées d'argent que tu vas obtenir, plus tu vas avoir des sources de revenus qui vont être importantes et plus tu vas avoir un niveau de vie qui va être bas, plus tu vas pouvoir épargner et plus tu vas pouvoir investir, et donc plus tu vas pouvoir créer rapidement ce cercle vertueux et meilleurs seront tes résultats. Donc ça, c'est vraiment l'équation de base. Après, souvent, il faut faire attention parce que oui, apprendre à baisser ses charges, apprendre à baisser son niveau de vie, c'est un point qui est intéressant parce que ça va te permettre, encore une fois, d'accélérer ta capacité d'épargne et ta capacité d'investissement. Mais plus tu vas baisser tes charges, plus tu vas baisser de manière exponentielle la qualité, si tu veux, de ton niveau de vie. Il y a même à une époque, moi je sais, quand j'ai commencé à réfléchir à toutes ces stratégies-là, j'avais même réfléchi à la base de vivre dans une camionnette, de ne clairement plus payer de loyer pour économiser le loyer et pour pouvoir l'investir. Le problème, c'est que si tu vis dans une camionnette, il y a d'autres contraintes qui vont se mettre en place. Comment tu prends ta douche, comment tu laves tes vêtements, si tu as une activité entrepreneuriale à côté, comment tu vas faire, comment tu vas dormir correctement. Enfin bref, tu vois, ça posait tout un tas de contraintes, et donc tu vois, après, il faut voir jusqu'où tu vas mettre le curseur par rapport à ta situation personnelle. Donc apprendre à baisser ses charges, oui, c'est une bonne chose, il faut faire attention, mais attention de ne pas non plus être trop drastique là-dessus et plutôt se focaliser sur des méthodes, des approches et des stratégies qui vont te permettre plutôt d'augmenter tes revenus. Parce que si demain, je te dis des bêtises, mais tu baisses par exemple, 300 euros tes charges mensuelles, oui, c'est déjà pas mal, ça t'augmente de 300 euros ta capacité d'épargne et ta capacité d'investissement, mais c'est clairement pas ça qui va te changer de vie, tu vois, qui va te permettre de changer de vie ou vraiment d'accélérer tes résultats personnels. Par contre, développer des sources de revenus alternatives en faisant de l'entrepreneuriat ou autre, et en développant des nouvelles sources de revenus via de l'affiliation, via un blog ou peu importe, qui va te permettre de gagner peut-être 1000 ou 1500 euros par mois supplémentaires, là oui, ça peut faire un vrai changement, et là oui, ça peut te permettre de vraiment accélérer l'atteinte de tes objectifs personnels. Donc pour moi, l'idéal, c'est vraiment de faire les deux,
d'à la fois baisser ses charges et d'augmenter ses revenus, mais si tu as un choix vraiment à faire entre les deux, plutôt de te focaliser sur ta capacité d'augmenter tes revenus. Donc je vais quand même te donner quelques pistes. Pour baisser tes charges, je t'invite vraiment à tout négocier, que ce soit les frais bancaires, que ce soit les offres pour Internet, ton téléphone portable, etc. Il y a tellement de concurrents aujourd'hui qui existent que ça serait bête de ne pas faire marcher la concurrence. Donc clairement, aujourd'hui, essaye de tout négocier. Deuxième point, te poser la question, est-ce qu'une dépense aujourd'hui elle est nécessaire ou pas? Si par exemple, je sais pas, tu veux accélérer ton atteinte d'indépendance ou de liberté financière, mais que tu es encore abonné sur des offres comme, je sais pas, Amazon Prime, Netflix, Spotify, encore une fois, je ne te dis pas de ne pas le faire, mais pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire, ou est-ce que cet argent-là, il serait peut-être pas mieux placé sur un ETF ou dans les crypto-monnaies, ou dans une activité que tu vas développer pour développer une activité entrepreneuriale en utilisant le levier de YouTube, comme je l'ai évoqué sur des centaines de vidéos sur ma chaîne. Voilà, tout ça, c'est des questions à te poser et à chaque fois de savoir est-ce que cette dépense, elle est utile, est-ce que j'ai envie de la conserver, est-ce que j'y retrouve vraiment de la valeur, ou est-ce que finalement, c'est pas le cas et je vais la mettre de côté. Également, toujours pour objectif de baisser tes dépenses et tes charges, ça peut être d'adopter un mode de vie qui va se rapprocher du frugalisme ou du minimalisme. Et là, l'idée, c'est pas forcément de revenir dans un Tipeee en mode Amish, sans électricité, sans eau courante et sans Internet. Là, l'idée, c'est plutôt à chaque fois de se poser la question ouvertement des dépenses qu'on a envie d'avoir, de la manière dont on souhaite utiliser notre argent, de faire attention à chaque fois que lorsqu'on souhaite acheter quelque chose, est-ce que c'est pas juste sur le coup de l'excitation ou la société de consommation qui nous pousse à chaque fois à acheter le dernier iPhone à la mode, la nouvelle télé ou la nouvelle voiture, qui ne sera pas forcément bénéfique pour nous sur le court, moyen ou le long terme. Voilà, à chaque fois, c'est toujours de se recentrer sur l'essentiel, de se recentrer sur quelque chose qui est important pour nous, pour avoir une meilleure sérénité d'esprit et toujours apporter plus de liberté par rapport à notre situation personnelle. Ensuite, un autre point pour t'aider à baisser tes charges, moi c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, c'est de faire un peu de cuisine pour préparer ses repas. C'est vrai que déjà, si tu achètes toujours des repas préparés, bon, en termes de qualité nutritionnelle et en qualité d'alimentation, c'est clairement pas top, parce qu'il y a plein d'additifs, il y a plein de colorants, il y a plein de produits qui sont pas top là-dedans. Mais en plus de ça, souvent, ça coûte très cher. Donc juste des fois de faire la bouffe un peu de son côté, ça peut être une fois, deux fois par semaine, c'est quelque chose qui peut te permettre de diminuer énormément tes charges. Moi, tu vois, souvent ce que je faisais, j'ai fait ça pendant plus de 5 ans, tous les dimanches matin, je me réservais 3 heures à peu près, et je préparais ma nourriture pour toute la semaine. Donc déjà, ça me permettait de planifier mon alimentation pour le midi et puis pour le soir. Donc déjà le soir, quand je rentrais, la nourriture était déjà prête, je pouvais tout de suite partir manger, puis après repartir pour travailler sur mon business. Mais en plus de ça, tu vois, je faisais des repas qui étaient beaucoup plus sains. C'est-à-dire, vu que j'avais le temps le dimanche de préparer ma bouffe, ça me coûtait moins cher. Je faisais des repas qui étaient équilibrés et j'avais pas à me prendre la tête le soir en me disant vite, qu'est-ce que je fais à bouffer? Et puis du coup, vu que tu as la flemme, vu que tu es fatigué, que tu as travaillé toute la journée, tu fais un truc vite fait qui est souvent pas très bon pour la santé. Voilà. Donc, le capital santé, c'est quelque chose qui est important. Moi, j'essaye vraiment le plus possible de contrôler, de maîtriser et de sauvegarder sur le long terme. Donc voilà, la nourriture, c'est un point super important. Ça peut te permettre de diminuer tes charges, de contrôler la qualité de ce que tu vas manger et puis voilà, te permettre de mettre en place une vraie habitude qui sera positive pour toi sur le long terme. Après, pour t'aider toujours à diminuer tes charges, les gros postes de dépenses qu'on voit, je t'ai parlé de l'alimentation, mais souvent dans les gros postes de dépenses qu'on a qui sont entre guillemets incompressibles, on va avoir les moyens de transport ou le logement, le loyer. Donc là, voir aussi en fonction de ta situation personnelle et de ce qu'il est possible de faire, si tu peux pas changer. Tu vois, moi, au départ, j'habitais dans une grande ville. Et donc, à chaque fois, c'était la croix et la bannière le matin et le soir pour aller au travail et pour revenir. Il y avait des bouchons, c'était compliqué, ça prenait énormément de temps. Et puis même, la voiture que j'avais, ça coûtait extrêmement cher en assurance, en essence, etc. etc. Même si l'employeur est censé payer la moitié des frais de déplacement, ça restait quand même une charge importante. Et donc, à la fin, j'ai vendu ma voiture et je me suis débrouillé en trottinette électrique ou même en transport en commun parce que j'avais aussi la chance d'être dans une ville qui était quand même plutôt bien desservie, en piste cyclable et puis en transport en commun. C'est sûr que ça sera absolument pas la même chose pour ceux qui habitent en campagne, par exemple. Si tu habites dans la campagne, tu vas me dire t'es bien gentil Thibaut, mais moi j'ai 50 km à faire tous les jours, je vais pas le faire en trottinette électrique, et puis même au-delà de ça, il n'y a pas de transport en commun ou quoi que ce soit. Donc pour moi, la voiture, c'est indispensable. Donc ça, c'est adapté aussi en fonction de ta situation personnelle. Mais d'essayer de trouver des solutions.
C'est-à-dire que si aujourd'hui, je ne connais pas ton niveau de vie, je ne connais pas ta situation personnelle, mais si aujourd'hui l'extrême majorité de tes dépenses que tu as, c'est par rapport à un logement qui est trop cher par rapport aujourd'hui à tes revenus et par rapport au niveau de vie que tu t'es fixé, bah, peut-être revenir sur un logement qui sera un peu moins grand, un peu moins onéreux pour toi, pour te permettre toujours d'améliorer ta capacité d'épargne et ta capacité d'investissement. Donc ça, c'était les premiers points à avoir en tête pour t'aider à diminuer tes charges. Maintenant, pour augmenter tes revenus, qui est quand même le point pour moi le plus important sur lequel il va falloir que tu te focalises, c'est premièrement d'essayer de négocier ton salaire. Alors il y a plein de vidéos que j'ai faites aussi sur ma chaîne pour t'aider à négocier ton salaire avec des approches qui sont peu conventionnelles et pas forcément celles que tu vas pouvoir retrouver de manière générale sur Internet. Mais voilà, essayer de négocier son salaire, c'est quand même un point important pour te permettre d'augmenter tes revenus. Alors tu vas pas avoir des augmentations de 50% chaque année, mais c'est vrai que si tu négocies pas et que tu fais pas ça correctement, malheureusement, tu peux laisser pas mal d'argent sur la table sur le long terme. Ensuite, le plus important, selon moi, c'est de développer une activité entrepreneuriale en parallèle de son job salarié. Pas forcément se dire du jour au lendemain, je quitte mon emploi et puis c'est bon, je développe mon business et ça va marcher. Moi, j'ai fait ça pendant près de 5 ans, donc 4 ans et demi, 5 ans. J'ai développé la journée, je travaillais dans mon job salarié, puis le soir, les week-ends et pendant les vacances, je développais en parallèle mon business en ligne, je développais plusieurs entreprises en parallèle, ce qui fait que par la suite, voilà, ça m'a permis d'énormément augmenter mes revenus, ma capacité d'épargne et ma capacité d'investissement. Donc là, pareil, si tu t'intéresses à tout ce qui est lié au business en ligne, à l'entrepreneuriat et en utilisant par exemple le levier de YouTube pour entreprendre sur Internet, j'ai fait des centaines de vidéos sur ma chaîne, j'ai fait plein de playlists, donc n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Tu peux également aussi apprendre des nouvelles compétences. Rien ne t'empêche aujourd'hui de te former, de te dire bah tiens aujourd'hui je sais pas ce job paye pas suffisamment, bon bah voilà je vais me former, je vais me remettre en question, je vais acquérir des nouvelles compétences et puis bah voilà je vais reprendre un nouveau travail pour essayer d'avoir un salaire qui va être plus important. Tu peux également aussi décider de changer de métier, tu peux également aussi décider d'investir. Je sais que c'est pas facile, hein, toutes les solutions que je te donne là c'est clairement pas simple. Pour moi, les points les plus importants, au-delà de l'aspect négociation, au-delà d'essayer d'apprendre des nouvelles compétences, de changer de métier, c'est vraiment de te focaliser sur l'activité entrepreneuriale et d'investir, parce que c'est ça qui va vraiment te permettre d'augmenter tes revenus. Quand on parle de finances personnelles, il y a aussi beaucoup de fausses croyances qui arrivent dans la tête de la plupart des personnes, c'est peut-être ton cas. Donc par exemple, faire un budget, c'est forcément soit pour les riches, soit pour les pauvres, soit pour les radins. C'est pas vrai. Voilà, faire un budget, ça peut te permettre de savoir encore une fois combien il y a d'argent qui rentre, combien il y a d'argent qui sort, et puis arriver à gérer correctement son capital et son portefeuille. Et si aujourd'hui, c'est vrai que tu n'es pas capable de gérer 1500 euros de revenus par mois, si demain tu augmentes tes revenus et que tu arrives à passer à 5, 6, 7, 8, 10 000 euros par mois, ça va être aussi compliqué pour toi pour gérer correctement ton portefeuille et puis ton allocation éventuellement de capital. Donc les habitudes et les choses que tu vas mettre en place aujourd'hui et maintenant, peu importe le niveau de revenu que tu as, ça va te servir par la suite quand tu augmenteras tes revenus et quand tu vas petit à petit améliorer ta situation personnelle. Ensuite, investir ne sert à rien car il faut déjà un gros capital. C'est pas vrai. J'ai fait des centaines aussi de vidéos sur ma chaîne sur l'investissement en bourse, sur les crypto-monnaies, etc. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus pour te montrer que non, c'est pas vrai. T'as pas besoin d'avoir un gros capital pour commencer à investir. C'est sûr que si tu commences à investir avec 100 euros, tu seras clairement pas millionnaire dans 5 ans, hein, ça c'est clair. Mais par contre, ça va commencer, ça aura quand même le mérite de te mettre en action, de te permettre de te poser les bonnes questions, de mettre en place des bonnes habitudes, de faire des erreurs aussi tôt, parce que il vaut mieux faire des erreurs tôt et puis avec un petit capital plutôt que trop tard avec un trop gros capital, parce que souvent ça va être très compliqué pour rattraper ces erreurs-là, mais de toute façon des erreurs t'en feras, et plus tu vas commencer à investir tôt, plus tu pourras mettre en place un principe qu'on appelle les rendements composés, c'est-à-dire qu'à chaque fois, l'argent qui va être généré par ton capital va être automatiquement réinvesti, etc., etc., ce qui va faire grossir petit à petit ta boule de neige, et c'est ce qui a fait les fortunes, comme par exemple de Warren Buffett, qui est l'un des hommes les plus riches du monde aujourd'hui, et qui a une fortune un peu plus de 100 milliards de dollars. Donc ça a peut-être changé depuis, mais à peu près 100 milliards de dollars. Donc tu vois, tout ça, c'est des points vraiment importants, et en fait, au-delà du capital, au-delà de l'argent que tu seras amené à investir, le plus important dans l'investissement, c'est vraiment de commencer le plus tôt possible, parce que plus tu commences tôt, plus tu vas pouvoir mettre en place les rendements composés et du coup meilleurs seront tes résultats. Une autre fausse croyance qui revient souvent dans la tête de pas mal de personnes, c'est il faut profiter maintenant parce qu'on peut mourir demain. Et je peux comprendre cette réflexion, on n'a pas forcément envie d'être la personne la plus riche du cimetière, c'est pour ça qu'il faut arriver à trouver un équilibre par rapport à ce qu'on veut mettre en place dans notre propre vie.
Moi, par exemple, pendant à peu près 5 ans, j'ai été très hardcore dans les décisions que je prenais parce que je m'étais fixé d'atteindre la liberté financière en moins de 5 ans, ce que j'ai réussi à faire en 4 ans et demi. Mais forcément, les actions que j'ai mises en place ne sont pas en adéquation avec quelqu'un qui va se laisser, par exemple, 15, 20 ou 30 ans pour atteindre ces mêmes objectifs. Moi, pendant 5 ans, j'ai vécu avec 600 € par mois. Je dépensais absolument rien dans des dépenses plaisir parce que tout simplement, j'en avais pas. Je partais pas en vacances, je partais pas en congé, j'avais pas de week-end. Je faisais que travailler sur mes business. Tout l'argent que j'avais, c'était automatiquement investi dans les crypto-monnaies, dans la bourse, etc. Et ce qui m'a permis, après, en moins de 4 ans et demi, d'atteindre la liberté financière. Mais de l'autre côté, il faut savoir que j'ai loupé aussi pas mal de choses, pas mal de sorties entre amis, pas mal d'expériences ou de souvenirs avec ma famille parce que j'étais focalisé uniquement sur ça. Donc derrière, je pense que c'est vraiment important de comprendre l'équilibre et de déterminer l'équilibre qu'on a envie d'avoir dans notre propre vie. Mais je pense aussi surtout que c'est une erreur de, sous prétexte qu'on va mourir demain, de ne rien faire et de justifier notre inaction sous prétexte qu'on va pouvoir mourir d'une raison X ou Y. Il faut savoir profiter maintenant, il faut savoir comprendre que l'investissement, l'atteinte de l'indépendance et de la liberté financière, c'est un marathon, c'est pas un sprint, mais voilà, il faut quand même aussi penser à son avenir, surtout pour les jeunes et les nouvelles générations qui, selon moi, de toute façon, n'auront pas de retraite, ou en tout cas une retraite beaucoup plus faible que celle qu'on est capable de retrouver aujourd'hui. Donc il faut y penser et commencer tout de suite à mettre en place des actions pour une vision un peu plus long terme. Enfin, une autre croyance qu'on retrouve aussi sur les finances personnelles, c'est souvent justifier son inaction en disant l'investissement c'est risqué, je peux perdre tout mon argent. Et oui, c'est sûr que si on fait n'importe quoi, qu'on ne se forme pas, on investit n'importe comment, oui, on peut perdre tout son capital. Il n'y a aucune garantie de toute façon dans l'investissement. Il y a une seule et unique garantie, c'est que de toute façon, si on n'investit pas, on n'aura rien du tout. Et derrière, le calcul, il est quand même aussi plutôt simple. C'est-à-dire qu'avec les problématiques d'inflation qu'on retrouve aujourd'hui, si de toute façon tu n'investis pas, tu es sûr de perdre de l'argent. Ça, c'est une certitude. Par contre, investir correctement, tu n'as aucune garantie d'avoir des résultats parce qu'il y a aussi une part d'aléatoire et il y a tout un tas de critères qu'on n'est pas capable de maîtriser. Mais derrière, il y a aussi une possibilité pour te permettre par la suite d'avoir plus de liberté, d'avoir plus de libre arbitre, d'avoir une sérénité d'esprit qui soit plus intéressante que celle qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, il faut arriver à trouver une balance entre les deux. Et je pense que souvent, ce qui fait peur à la plupart des personnes, c'est surtout la méconnaissance ou le manque d'information. La peur, après, à partir du moment où on se forme, où on commence à avoir des connaissances importantes et poussées sur un sujet, on voit que la peur, elle s'estompe au fur et à mesure et ça laisse place à un peu plus d'assurance. Pour moi, à ce stade de la vidéo, il y a plusieurs questions que tu dois absolument te poser. La première, c'est déjà de déterminer tes objectifs. Donc, le niveau de vie que tu as envie d'avoir, quel type de rendement tu planifies éventuellement d'avoir et du coup quel support d'investissement tu as envie de t'orienter, sur lequel tu as envie de t'orienter. Parce que tu vois, si par exemple tu te dis, moi je planifie d'obtenir ma retraite dans 10 ans et donc pour ça, il faut que je fasse du 15% annuel sur 20 ans ou du 50% annuel sur 20 ans, forcément que ça va pas du tout être la même approche, la même stratégie que tu vas mettre en place. Tu vois, il faut toujours que tu regardes historiquement les actifs, quel type de rendement tu as pu obtenir pour pas que ce soit décorrélé et que tu te dises, si je fais du 50% annualisé pendant 20 ans en bourse, j'ai atteint ma retraite avec tant de capital. Tu te rends compte déjà que, historiquement parlant, faire des performances de 50% annualisées avec la bourse, c'est juste pas possible. Même les meilleurs investisseurs de tous les temps sont pas capables de faire ça. Donc pour toi, encore une fois, ça sera pas possible. Par contre, de te dire que si tu souhaites avoir des rendements supérieurs, en tout cas plus importants que la moyenne, décider d'investir dans des classes d'actifs un peu plus exotiques, un peu plus risquées, comme les crypto-monnaies, tu vois, ça peut prendre tout son sens. Mais les questions à te poser, c'est quels sont tes objectifs, quel est le niveau de vie que tu as envie d'avoir, quelles sont aujourd'hui les charges ou les dépenses que tu comptes avoir par la suite quand tu auras pris ta retraite anticipée. Finalement aussi, pourquoi tu fais tout ça ? C'est-à-dire, il faut que tu aies un pourquoi, il faut que tu saches les raisons qui vont te pousser à mettre en place toutes ces actions parce que c'est pas facile, c'est quand même compliqué. Moi, j'ai fait ça pendant 5 ans et j'ai atteint la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro. Mais clairement, ça a été très compliqué, ça a été très fastidieux et je suis convaincu que 99,9% des gens n'auraient absolument pas souhaité avoir la vie que j'ai eue pendant à peu près 5 ans. Donc tu vois, ça pareil, il faut que tu trouves ton pourquoi, quelque chose qui va te pousser, qui va te motiver, et avoir aussi un socle solide de personnes qui vont pouvoir t'accompagner. Ça peut être ta famille, ça peut être ta compagne, ton compagnon, des amis, peu importe, vraiment des personnes qui vont te soutenir dans des moments qui vont être compliqués, et comprendre aussi que la retraite anticipée ou l'indépendance ou la liberté financière, c'est pas une fin en soi. Faut que tu aies d'autres objectifs par la suite.
Beaucoup de gens pensent qu'une fois qu'on est libre financièrement, c'est bon, on arrête, on se met au bord de la plage, on sirote des noix de coco. Voilà, c'est pas ça la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Et du coup, il faut te fixer des objectifs avant, après et pendant ta retraite anticipée. Parce que derrière, bon bah voilà, si tu es juste en train de te dire j'atteins la liberté financière et puis à la fin je fais plus rien, je me mets au bord de la plage et je sirote des noix de coco, tu te rendras vite compte qu'avec le parcours que tu auras pu avoir, au bout de quelques mois ou même quelques semaines, tu vas très rapidement t'emmerder et il va falloir vite que tu trouves quelque chose. Donc ça aussi c'est un point important. Quels sont les véhicules d'investissement que tu souhaites utiliser et obtenir pour obtenir des résultats qui soient réalistes par rapport à tes objectifs? Je te l'ai évoqué tout à l'heure, mais voilà, si tu veux obtenir des résultats importants, bah souvent il va falloir que tu augmentes tes risques, tes rendements, etc. L'investissement, c'est toujours pareil, c'est toujours les deux facettes d'une même pièce. Ta pile et face sur une pièce, bah, tu as toujours le risque et le rendement. Plus tu vas augmenter ton risque, plus tu vas aller chercher des rendements supérieurs. Souvent, quand tu investis dans les crypto-monnaies, tu es sur la classe d'actifs qui est théoriquement la plus risquée aujourd'hui. Donc c'est souvent là où tu vas chercher le plus de rendement. Mais voilà, derrière, il faut faire attention. Il faut toujours essayer de jauger par rapport à ce qui va te parler à toi aussi. Parce que moi, par exemple, j'ai investi depuis plus de 5 ans sur le marché des crypto-monnaies et parce que c'est un domaine qui me passionne. Et peut-être que toi, en analysant ce secteur, tu diras voilà, ça me plaît, mais absolument pas du tout, ça me parle pas. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime le concret, qui aime le physique et par exemple l'immobilier. Et du coup, il va falloir peut-être plus que tu t'orientes sur l'immobilier. Tu vois, il n'y a pas un chemin qui va te permettre d'atteindre le succès, il y a plusieurs chemins différents et celui qui va fonctionner pour toi, c'est vraiment celui qui va te parler et qui va répondre à tes objectifs personnels. Pour finaliser cette vidéo, je voulais te présenter les principales erreurs que je retrouve la plupart du temps de la part des débutants qui débutent dans le secteur de l'investissement pour que tu arrives dans la mesure du possible à les éviter parce qu'il y en a certaines qui peuvent quand même faire très très mal. La première erreur souvent que je vois et que j'ai faite aussi à mes débuts, c'est de faire la girouette. Voilà, on regarde des vidéos sur internet, on entend parler du trading, oh je vais aller faire du trading, et puis après on regarde des vidéos sur l'immobilier, ah je vais faire de l'immobilier, après j'entends parler de crypto et de NFT, je vais faire du NFT, je vais faire de la crypto, et en fait on fait la girouette, on va à chaque fois à droite, à gauche, on est spécialiste dans rien, et finalement on n'a aucun résultat. Ce que je t'invite à chaque fois au départ, pourquoi pas d'essayer, pourquoi pas te renseigner sur ce qui existe aujourd'hui en termes de possibilités et en termes d'opportunités, pour trouver l'approche qui va te correspondre le plus ou vraiment quelque chose qui va te parler. Comme je te l'ai évoqué tout à l'heure, si toi, les crypto-monnaies, t'en as entendu parler sur internet, tu te rends compte des résultats et des rendements que tu es capable de faire, mais ça te parle pas, ça te fait peur, et puis tu n'as surtout pas envie d'apprendre là-dessus parce que ça te correspond pas, parce que tu es quelqu'un qui est plus dans le concret, dans le physique, par exemple l'immobilier, ça sert à rien que tu ailles dans les crypto-monnaies. Il faut à un moment donné que tu comprennes que si tu veux obtenir des résultats intéressants et importants, il faut que tu sois bon et il faut surtout que tu te spécialises sur une thématique spécifique. Et donc à toi de la trouver parce que j'aurai pas la réponse à te donner comme ça dans cette vidéo. Une autre erreur, c'est de vouloir à tout prix acheter au plus bas et revendre au plus haut. Ce que je dis tout le temps, c'est que tu pourras jamais t'en vouloir de toute façon d'avoir gagné de l'argent. Tu pourras jamais acheter au plus bas et revendre au plus haut, ou du moins si tu arrives à le faire une fois, ça fera plutôt partie de la chance que quelque chose que tu seras capable de répéter sur plusieurs cycles, en tout cas sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc l'idée c'est d'acheter le plus bas possible et de revendre le plus haut possible, et c'est pour ça que souvent c'est plus intéressant d'acheter par palier via un dollar cost averaging, donc de se faire un budget mensuel ou hebdomadaire par exemple pour acheter régulièrement certains actifs. Ça peut être des ETF, ça peut être des crypto-monnaies, et puis pareil, si tu veux sortir de position, tu vas le faire par palier, parce que tu n'es pas capable de déterminer ce qui va se passer. Mais l'idée générale derrière l'investissement, c'est quand même surtout d'avoir un horizon d'investissement qui soit long terme, parce que plus tu auras une vision long terme, moins les erreurs que tu vas faire vont coûter cher, et puis plus tu vas pouvoir lisser aussi tes erreurs et tes prises de position, ce qui est quand même plutôt intéressant. Une autre erreur que je retrouve de la part des débutants, c'est de commencer par du trading. Le trading, c'est plutôt orienté pour des personnes qui vont avoir un profil avancé. Il faut des dizaines et des dizaines d'années pour pas mal de traders pour commencer à avoir une véritable expertise sur un marché spécifique. Et je ne parle même pas sur le trading de manière générale. Pour vraiment avoir une véritable expertise sur un marché spécifique, ça peut être le forex, ça peut être les produits dérivés, les CFD, ça peut être peu importe le support que tu vas être amené à utiliser, mais commencer par du trading, c'est commencer par l'une des approches les plus compliquées qui existent et pas forcément celle qui soit les plus rentables, en tout cas pour les débutants.
Donc si tu veux commencer par une stratégie long terme plutôt passive, voilà, évite de faire du trading, essaye déjà d'avoir les bonnes bases et de te créer un portefeuille long terme. Et après, éventuellement, si tu veux faire du trading, pourquoi pas le faire, mais ne commence pas par le trading. Les chiffres sont clairs, 90% des traders perdent 90% de leur capital en moins de 90 jours. C'est les chiffres de l'AMF, donc tu peux y jeter un coup d'œil. Dans les crypto-monnaies, c'est encore pire ces chiffres parce que tu as des effets de levier beaucoup plus importants. Mais voilà, sois vigilant par rapport à ça, commence plutôt par un portefeuille d'investissement long terme et ça sera mieux pour toi. Ne pas avoir de vision long terme et une image concrète des efforts à faire. Souvent, on a la vision, oui, je veux atteindre l'indépendance, la liberté financière. On fait des efforts pour quelques semaines, voire peut-être quelques mois, puis après on abandonne parce que on se rend compte que c'est trop compliqué ou les résultats tardent aussi à se faire sentir. Mais voilà, encore une fois, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Il faut avoir une vision long terme et toujours aussi apporter de la bienveillance par rapport à la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. On part pas tous avec les mêmes cartes en main, on part pas tous avec les mêmes revenus, les mêmes objectifs, la même situation financière, on n'a pas eu la même éducation, on est tous vraiment différents et donc la seule personne qui doit te motiver c'est vraiment toi-même. Oui, tu peux regarder éventuellement d'autres personnes sur internet pour voir comment ils ont pu réussir, comment ils ont pu avoir leurs résultats et ça peut d'une certaine manière te motiver, mais il faut absolument pas que tu utilises ce levier-là pour te blâmer ou pour te flageller, pour te dire ah bah punaise, regarde lui où est-ce qu'il en est, moi j'y arriverai jamais à ce genre de niveau, j'ai que 50 euros à investir tous les mois, ça vaut pas le coup. On a tous débuté quelque part, on a tous commencé quelque part, et ce qui fera la différence entre quelqu'un qui aura des résultats et celui qui en aura pas, l'étape de base, c'est déjà de commencer. Une autre erreur qu'on retrouve souvent de la part des débutants, c'est d'essayer de faire des gros coups ou de trouver la stratégie miracle, entre guillemets. Encore une fois, les gros coups, la stratégie miracle, ça n'existe pas. Souvent, c'est plutôt du casino quand tu entends ce genre d'informations. Il y a toujours des outils, des méthodes, des approches qui peuvent être intéressantes. Et puis, tout comme outils, ça va dépendre de la manière dont tu vas les utiliser et si ça va répondre à tes objectifs personnels. Un marteau, par exemple, c'est bien pour planter un clou. Par contre, pour scier une branche, c'est pas bon. Donc voilà, cet outil va être utile pour planter un clou, mais pas pour couper une branche. Pour couper une branche, je vais plutôt prendre une scie ou une tronçonneuse. Et les méthodes dans l'investissement ou les stratégies d'investissement, c'est exactement la même chose. Évite de rechercher à chaque fois les gros coups ou l'argent facile, parce que oui, tu peux des fois arriver à gagner de l'argent sur un coup de chance, mais souvent ça va t'empêcher de mettre en place des vraies habitudes, et souvent même des personnes qui vont réussir, ça, je le vois beaucoup dans le domaine des crypto-monnaies, qui vont avoir de la chance quelquefois, qui vont investir sur une crypto-monnaie qui va faire beaucoup d'argent, et puis par la suite, vu qu'ils n'ont pas les bonnes méthodes et tout ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, c'est des personnes derrière qui vont pas faire une gestion de budget, qui vont pas mettre de l'argent de côté, qui vont tout de suite dépenser l'argent qu'ils ont, vont acheter des passifs, vont pas faire attention d'avoir un fonds de sécurité, etc., et qui peuvent quelques années plus tard se retrouver dans des situations très compliquées, alors qu'ils avaient la capacité à un moment donné de pouvoir investir et de se mettre à l'abri, eux et leur famille. Une autre erreur que je retrouve souvent de la part des débutants, c'est de ne pas se former avant d'investir. C'est-à-dire beaucoup de personnes considèrent que l'investissement c'est simple. À partir du moment où on a lu 3 bouquins, qu'on a regardé 3 vidéos, c'est nickel, on a tout ce qu'il faut et on peut investir sans aucun problème. C'est absolument pas vrai. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Et encore une fois, si tu veux avoir des résultats qui sortent de la moyenne, de ce que la majorité des personnes ont, il va falloir que tu en saches plus que la moyenne. Et donc pour ça, tu es obligé par passer par le volet formation. Ensuite, au départ, une erreur que tu peux faire quand tu es débutant, c'est de trop diversifier tes investissements parce que tu as entendu dire sur Internet qu'il fallait diversifier, parce que la diversification, ça permet de limiter le risque. Mais au départ, il faut comprendre que plus tu vas diversifier, plus tu vas limiter aussi tes rendements et tes résultats. Au départ, surtout quand tu as un petit capital, si tu veux faire grossir ton capital, il va falloir que tu te spécialises et que tu concentres tes investissements pour après, par la suite, une fois que ton capital est plus conséquent et que tu veux diminuer ton risque, pourquoi pas diversifier sur d'autres classes d'actifs. Mais au départ, en tout cas quand tu débutes et que quand tu as un petit capital, il va falloir plutôt te concentrer sur une classe d'actifs que tu vas maîtriser et qui va t'intéresser. Une autre erreur qu'on retrouve beaucoup pour les débutants dans l'investissement, et ça sera la dernière que je te présenterai dans cette vidéo, c'est finalement d'écouter tout le monde ou d'accorder sa confiance à n'importe qui. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à parler d'investissement ou de sujets qu'ils maîtrisent plus ou moins. Et il faut toujours se poser la question de savoir où est-ce que se retrouve l'intérêt de la personne qui va me donner ce genre d'informations et de savoir aussi jusqu'à quel niveau je vais accorder ma confiance auprès de ces personnes-là.
Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est pas parce que quelqu'un aura 500 000 abonnés sur sa chaîne YouTube qu'il en saura forcément plus que la majorité des personnes ou qu'il sera plus qualifié pour te donner des informations pour répondre à tes objectifs personnels. Tu vois, par exemple, moi je sais que je m'intéresse beaucoup depuis plus de 5 ans maintenant, à l'heure où je tourne cette vidéo, sur le marché des crypto-monnaies, et il y a pas mal d'influenceurs francophones ou même anglophones, qui, lorsqu'ils vont parler par exemple d'un projet crypto-monnaie, vont avoir plusieurs centaines de milliers d'abonnés, et donc toi tu vas te dire, bah voilà, c'est quelqu'un qui a plusieurs centaines de milliers d'abonnés, il me parle d'un projet crypto, donc forcément il en sait plus que moi, et forcément il a une meilleure crédibilité que moi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, cette personne-là a été peut-être rémunérée pour parler de ce projet. Donc derrière, que le projet fonctionne ou pas, il s'en fout. De toute façon, il a déjà récupéré son chèque. Donc tu vas toujours se poser la question de savoir où est-ce que se retrouve l'intérêt de la personne derrière. Est-ce que ça va être pertinent pour moi? Est-ce que ça me parle? Est-ce que je veux appliquer ces informations-là à ma propre vie et à l'atteinte de mes objectifs personnels? Pareil aussi pour tout ce qui est lié aux banquiers. Tu vois, souvent il y a beaucoup de personnes, parce qu'ils n'ont pas confiance à leur manière d'investir et tout, et ils préfèrent donner leur argent directement à leur banquier ou à leur banquière, parce que ils ont un joli costume, ils ont une jolie cravate, et donc forcément, vu qu'ils sont dans une banque, forcément qu'ils en savent plus que les autres sur comment faire de l'argent. Sauf que c'est absolument pas vrai. Je t'invite à regarder autour de toi et de me citer une personne qui a gagné sur plusieurs années, qui a vraiment gagné de l'argent en utilisant les supports d'investissement présentés par la banque. Et je ne parle pas du levier bancaire en investissant dans l'immobilier, je parle d'un support d'investissement dans un contrat d'assurance vie ou autre, ou un support d'investissement sur la bourse qui a été présenté par le banquier ou la banquière, ça n'existe pas, parce que derrière, le niveau d'inflation aujourd'hui est important, que souvent les résultats sont extrêmement décevants, et en plus ils ont des frais extrêmement élevés. Ils sont absolument pas rémunérés à la performance, mais ils sont plutôt rémunérés avec les commissions et les différents frais de gestion que tu vas pouvoir avoir avec les supports qui pourraient potentiellement te présenter. Donc tu vois, derrière, tu pourrais te dire, vu que c'est quelqu'un qui a un joli costard, une jolie cravate, il travaille dans une banque, il aurait des meilleures compétences en tout cas pour pouvoir investir et pour pouvoir faire de l'argent, mais tu te rends compte que dans la réalité, c'est absolument pas le cas. Forcément, si derrière tu lui donnes carte blanche et tu lui dis je vous donne mon capital, vous faites un peu ce que vous voulez, et puis derrière je voudrais le récupérer peut-être dans plusieurs années, tu te rendras compte que dans plusieurs années, non seulement tu n'as pas gagné de l'argent, mais en plus tu en as perdu, alors que derrière tu avais des stratégies un peu plus passives qui étaient très largement à la portée de la majorité des personnes via l'investissement par exemple dans des ETF ou autres qui t'auraient permis d'obtenir des résultats nettement plus intéressants. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura été utile et qu'elle t'aura intéressé. Si maintenant tu veux en savoir plus sur le domaine de l'investissement, des finances personnelles, etc., tu retrouveras dans la description de la vidéo le lien vers un programme de formation offert de plusieurs heures dans lequel je t'explique principalement comment j'ai fait à titre personnel pour atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro. Donc n'hésite pas à cliquer dans la description de la vidéo, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai tout le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.